Je vais la présenter. La docteure Elizabeth Abergel est professeure en faculté de sociologie à l'Institut des sciences environnementales de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Elle est biologiste moléculaire. Elle fait de la recherche sur la relation des innovations technoscientifiques dans les sciences de la vie, les connaissances et le pouvoir reliés à l'alimentation et l'agriculture. Elle est intéressée aux dimensions matérielles et sociales de la science, de la technologie et comment il peut y avoir des valeurs et des fictions en relation avec le monde rural et l'avenir de l'agriculture. Alors, voici, Elisabeth. Je vais organiser mon partage d'écran ici. Alors, tout le monde peut voir mon écran. C'est bien. Alors, merci aux organisateurs, organisatrices de l'UNF, de l'université, pour cette invitation, parce que l'horaire initial, c'était supposé être une semaine avant, depuis la dernière ronde. Alors, merci pour m'avoir accommodé pour cette ronde ici. Alors, aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur le monde merveilleux des fausses viandes. Et je vais dire quelque chose avant d'embarquer là-dedans. En tant que sociologue, je suis intéressé à poser des questions sur comment la société fait du sens de la technologie, un peu comme les fausses viandes, comment les viandes de base de plantes ou les tissus animaux produits en laboratoire, qu'est-ce que ça signifie pour les gens? Qu'est-ce que ça nous dit où nous en sommes en tant que société? Et quel est l'avenir qui est projeté par ces technologies au niveau de l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation, ces développements qui bénéficient de ces technologies, qui n'en profitent pas? Est-ce que ça reproduit des inégalités dans le système alimentaire et pour qui? Est-ce que ça va sauver la planète? C'est une autre question, parce qu'on est préoccupé alors, étant donné dans l'Anthropocène. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'offrir des réflexions cliniques sur ces enjeux-là, parce que c'est transformateur, parce que ça nous affecte tous en tant que mangeurs, si vous voulez, consommateurs, mais aussi en tant que fermier. Moi, je ne suis pas fermière. Alors, aujourd'hui, c'est vous donner une base pour une discussion plus large. Je ne ferai pas un point de vue ou une opinion spécifique, mais je vais essayer de présenter peut-être les deux côtés de l'argument. Les généticistes qui travaillent avec la culture des cellules de plantes, j'ai également une perspective de comprendre les processus qui vont dans la culture, ces tissus-là, dans un laboratoire. Et pour moi, ça soulève plusieurs questions du point de vue sécurité alimentaire, nutritive et du niveau éthique aussi. Alors, je dois dire également, quand je travaillais en laboratoire et que je travaillais avec ces cultures-là, de cellules, je n'ai jamais pensé qu'à un moment donné, qu'on allait les manger, ces choses-là. Alors, le processus de rendre ça mangeable est en fait un processus intéressant en soi. Alors, la discussion, la façon que j'ai préparé ça, c'est que je vais parler alors le paysage de protéines alternatives, de quoi ça a l'air. Est-ce qu'on va vraiment passer à un monde pas d'animaux dans l'agriculture? Je vais mettre l'accent sur les viandes à base de plantes et aussi sur l'agriculture cellulaire. C'est comme une nouvelle terminologie. Ça aborde deux types de processus. La fermentation, on va utiliser
des bactéries et pour produire des molécules non vivantes, des molécules organiques, comme par exemple qui vont dans la formulation de viande non animale. Quand je dis viande, c'est en guillemets, si vous voulez. Alors, par exemple, caséine, gélatine, les gras, vanille, et aussi la production de d'autres produits non animaux, le lait, les produits laitiers et tout cela. Et alors, le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle, ce qui est basé au niveau de la cellule, c'est des tissus qui ils font l'ingénierie, si vous voulez, des tissus pour assembler des tissus animaux comestibles. Et ça soulève des questions à propos des fausses viandes, la durabilité environnementale de ces viandes-là et des questions plus pratiques qui sont soulevées par ces choses-là. Alors, quand on parle de protéines alternatives, on parle de 4 différentes catégories de protéines, celles qui viennent des insectes, celles des algues, des fongies, des champignons, celles qui viennent des plantes et aussi des cellules. C'est les 2 dernières catégories que je vais discuter. Je ne vais pas parler des insectes parce que même s'il y a eu beaucoup de discussions à propos des protéines insectes, ce n'est pas si populaire. Peut-être c'est parce que des insectes, les gens sont moins intéressés à manger des insectes. Et l'autre, les algues, fongies, champignons, et c'est un autre sujet. Alors, je vais mettre l'accent sur celles basées sur des plantes et des cellules. Les fausses viandes. L'imitation des viandes est rien de nouveau avec des produits non animaux. Il y a eu toutes sortes de fausses viandes par le passé. Tempeh, tofu, quan. Alors, ces nouvelles fausses viandes, cependant, sont différentes. Elles bénéficient d'une science très sophistiquée pour faire en sorte qu'elles semblent au toucher, au goût, à la viande normale. Alors, ça fait déjà toutes les sources de protéines qui ne viennent pas des animaux. Et ça semble indiquer que les marchés semblent indiquer qu'il y a un intérêt grandissant pour les protéines animales non traditionnelles pour la consommation. Alors, je vais parler de deux choses. Je devrais dire 2 autres choses avant de commencer. Tout d'abord, l'utilisation du langage est spécifique, comme quand on parle de viande, de saucisses, lait, produits laitiers, même du beurre. Et d'utiliser ces terminologies-là, c'est très, très controversé. Je vais faire revenir là-dessus. Et c'est discuté dans les tribunaux et discuté au niveau des réglementations gouvernementales. Alors, donc, c'est ça, ça devient la question, qu'est-ce que c'est la viande? Et je vais y revenir. Deuxièmement, il y a une tendance qui vont dans l'espace, des protéines alternatives, des produits qui sont des mélanges, c'est des viandes mélangées. 50% viande et 50% protéines alternatives. Et ça aussi, ça soulève la question sur comment les étiqueter. Est-ce qu'on peut appeler ça des produits de viande parce qu'il y a de la viande dedans? Et pour ceux basés de cellules, étant donné que c'est des cellules animales pour produire des tissus, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait également les appeler viande à l'avenir? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, c'est ça la grosse question.
Alors, je voulais soulever ça dès maintenant pour avoir d'autres discussions à l'avenir. Ce sont des enjeux controversés. Donc, une partie du marché pour la protéine alternative, c'est la question des changements climatiques. Voici certaines statistiques que vous avez déjà vues. Il parle le changement des tendances de consommation. Les gens sont plus intéressés à changer leur régime alimentaire. Alors, ces futures tendances-là, si vous voulez, indiquent que les gens voudraient quelque chose plus à base de plantes, protéines alternatives, fausses viandes. Alors, croissance de la population, les pays en développement et des changements dans les styles de vie. C'est important là, dans ce paysage qui change. Alors, donc, c'est ce qu'on nous dit pour le futur de ces protéines-là. Et la demande pour ces protéines-là, alternatives, joint avec une plus haute demande pour la viande et les produits de viande a également augmenté, étant donné les revenus plus élevés, les changements de la consommation avec les styles de vie urbains. Donc, la tendance est à la hausse dans comme en Chine et d'autres pays où le revenu moyen a augmenté. Consommation aussi accrue de poulet, de volaille et de porc. Mais ça atteint un plateau dans les pays développés. Donc, selon le journal Science, les tendances ont changé. Certains consomment plus de volaille au lieu que de bœuf. Alors, les commentaires ici nous donnent une idée où les questions de durabilité sont soulevées, peuvent affecter la production de bétail. Et pourquoi il y a un si grand changement pour les matières à base de plantes? Ici, on voit la production mondiale de viande et la demande qui est prévue de s'accroître. Les Nations unies, la FAO, prévoit que la consommation va augmenter de 1% cette année et que la croissance va accélérer dans les revenus moyens, dans les pays qui ont un revenu moyen stable. Alors, ce qui mène cette augmentation-là dans la demande de protéines animales, il y a deux facteurs qui ont été identifiés: croissance de la population et la demande en viande par personne. Alors, ça veut dire que les plus riches, les gens ils ont tendance à consommer plus de viande. Alors, on s'attend, au fur et à mesure que les revenus augmentent, dans certains pays, la demande per capita va également suivre. Alors, c'est avec la croissance de la population, préférences diététiques et une augmentation continue dans la demande mondiale. Alors, d'une perspective, la croissance dans les pays, pour les autres, c'est comme un signe de progrès. Pour ceux qui ont plus de revenus, et le régime alimentaire a changé et a peut-être devenu déficient en protéines de haute qualité. Alors, l'addition de viande dans ces pays-là peut être un ajout essentiel en matière de nutrition. Et comme j'ai mentionné auparavant, d'une autre perspective,
Alors, ça va avoir des coûts environnementaux, cette demande accrue. Et c'est parce que c'est intensif au niveau du besoin en eau. Vous connaissez ces statistiques-là pour l'information. Pour chaque gramme, ça prend 10 fois plus d'eau que les céréales. Alors, pour un kilogramme, donc 1 kilogramme de viande demande 20-25 kilogrammes de céréales et de fourrage. Et à un moment donné, ça va consommer jusqu'à la moitié des céréales produites. Alors, il faut qu'il y ait un changement qui se produise, un changement vers un régime alimentaire durable et qui fait avancer ce marché des analogues de viande. Bill Gates, entre autres, je ne sais pas pourquoi on l'achèterait parce qu'il est déjà riche, mais dans son dernier livre, Comment éviter un désastre climatique, il est intéressé, lui, ces investisseurs de Silicon Valley qui veulent investir dans ces viandes, ces fausses viandes-là. Lui, il recommande que tous les pays riches devraient consommer 100%. Il pousse les fausses viandes comme des remplacements potentiels. Alors, cependant, d'autres disent que c'est peu probable que ça va éloigner les gens de manger de la viande, que ça ne va pas changer, que les solutions devraient inclure des efforts pour développer des protéines alternatives et d'autres méthodes avec moindre impact. Alors, ces deux secteurs-là devraient nous aider à réduire les impacts environnementaux par l'agriculture. Dans tous les cas, c'est clair que les analogues, les fausses viandes, pourraient diminuer les problèmes avec les élevages, les gros élevages de bétail. C'est une étape dans la démarche. Alors, je vais parler de viande à base de plantes et vous donner certaines raisons pourquoi les alternatives ont augmenté. Pour vous donner un peu d'informations, les analystes projettent que le marché pour ces protéines-là en laboratoire pourrait représenter 85 milliards de dollars d'ici 2030, selon le Conseil national de recherche du Canada. Ils ont fait une étude sur les protéines à base de plantes, surtout les plantes. Le marché, pour cela, on prévoit qu'il va augmenter à un taux annuel de 14% d'ici 2024 pour atteindre environ le marché un tiers de l'ensemble de la consommation au pays. Alors, quarantaine ont déjà adopté un régime alimentaire qui a peu ou pas de viande, de toute façon pour réduire leur viande. Ils sont préoccupés par la durabilité, par la santé. Alors, ils prennent ces choses-là en considération. Et le Conseil national de recherche du Canada, c'est une étude faite en 2019, avant la pandémie. Et la pandémie a accéléré la demande pour des viandes analogues et des viandes à base de plantes. La raison pour laquelle le coronavirus a accéléré la demande, c'est parce qu'il y a des fermetures d'abattoirs dans différents pays dans le monde et ces fermetures-là ont augmenté le profil, si vous voulez, de la sécurité alimentaire reliée et en plus de la durabilité de la santé. Alors, la pandémie a accéléré la demande
et la production de ce type d'aliments. Alors, il y a eu dans la chaîne alimentaire des viandes dans l'Amérique du Nord, il y avait la maladie africaine pour le porc, les diarrhées, etc. Il y a des fermetures. Il y a 20 usines de transformation où les employés avaient contracté le virus. Tout cela donc a donc généré plus d'intérêt dans les alternatives, dans les viandes alternatives. Quand il y a des items, il n'y a pas de stock, comme par exemple, lorsque ça a été le cas pour le porc aux États-Unis, les consommateurs, et en Chine aussi, ils étaient plus prêts à aller aux alternatives. Et ce que ça fait, avec ces épisodes de pénurie, ils ont amené les consommateurs à développer de nouvelles tendances de magasinage. Alors, on estimait aussi que dans certains cas, il y avait un transfert de la viande, du virus entre la viande et les consommateurs. Alors, parce qu'on a parlé de la discussion d'où venait le virus à l'origine, dans le marché à Wuhan, supposément. Donc, transmission des humains aux animaux. Alors il y avait eu comme par exemple les flambées du SARS, du SRAS par le passé. Alors, tout cela mis ensemble fait en sorte que les gens cherchent des alternatives. Alors, vous voyez des exemples. Alors tu as Beyond Burger, mais ce n'est pas les seuls. C'est ceux-là que les gens connaissent plus. Ils ont été adoptés, par exemple, dans les restaurants, dans les fast-foods et dans les supermarchés aujourd'hui. On peut les trouver à côté de la viande, la vraie viande, dans la section du boucher. Encore là, je vais utiliser le mot normalisé, si vous voulez, entre guillemets. Alors, l'article récent publié dans le New York Times posait la question: les nouveaux fabricants de viande à base de plantes et les grosses compagnies, Tyson, elle vient d'en nommer plusieurs, là, Purdue, ils investissent beaucoup dans ces viandes à base de plantes, dans ces alternatives-là. Alors, ces grosses compagnies de viande, en fait, commencent à produire leurs propres produits alternatifs. Tyson, Smithfield, Purdue, Hormel. Pourquoi ils feraient cela? Et c'est des compagnies de viande. Alors, pourquoi ils feraient cela? Alors, la raison, il y a plusieurs raisons. Et l'une des raisons qui n'est pas sur ma diapo ici, elle devait être là. Je vais vous le dire de mémoire. Je vais être cohérente là, avec la question du marché des protéines alternatives, c'est de perturber le système alimentaire en général. Le fait que ces grosses compagnies de viande, ces gros joueurs-là arrivent dans l'espace des viandes analogues, c'est pour que la perturbation soit secondaire. Pourquoi ils investiraient là-dedans? Parce qu'ils voient une opportunité, bien sûr. Comme j'ai dit, le marché est en train de prendre l'expansion rapidement et il y a des gens qui ont spéculé que ce que ces compagnies-là font, elles veulent acheter la technologie qui vient avec cette production de ces viandes de plantes et ils achètent des compagnies qui commencent à exploiter ces technologies-là
Alors, ils veulent acquérir la connaissance. Même d'autres disent qu'avec toutes les petites compagnies et peut-être toutes les éteindre, les fermer par la suite, comme les grosses compagnies pétrolières ont fait pour le secteur de l'énergie non renouvelable. Alors, ce sont des spéculations sur pourquoi ça se produit. C'est important de comprendre que ces grosses compagnies de viande et d'autres compagnies alimentaires sont intéressées tout au moins à capturer la croissance dans le marché. Alors, c'est bon pour ceux qui veulent de l'argent, bien sûr, pour leur business. Une autre raison pour laquelle ils voudraient acheter ces compagnies-là, c'est que durant la pandémie, il y a eu beaucoup de manque de viande, de pénurie de viande. Et ça a perturbé la chaîne alimentaire en viande. Alors, parce qu'ils sont de gros joueurs dans la chaîne alimentaire, ils pourraient facilement changer aux produits à base de plantes. Alors, au niveau de la chaîne d'alimentation, peut-être celui des points ici, parce que les gens pensent automatiquement, parce que c'est à base de plantes, qui sont automatiquement durables, que c'est mieux pour l'environnement, etc. Et que ce sont des bons arguments. Mais il y a aussi des questions qu'il faut poser. Par exemple, on sait que dans le cas des Impossible Foods, que le soya qu'ils utilisaient pour leur burger, ça vient des plantes OGM. Au Beyond Meat est le seul qui dit clairement qu'il n'utilise pas de plantes OGM. D'autres compagnies le disent, mais c'est des petits joueurs aussi. Et alors, les compagnies de base de plantes font des contacts, ils font avec les fournisseurs. Le gouvernement fédéral a investi 100 millions de dollars dans Merit Functional Foods pour bâtir une usine de transformation. Et on sait que Beyond Meat a un accord avec un fournisseur français d'ingrédients, Cargill, en fait, avec Purist, une entente Cargill aussi, du soja non OGM, des ingrédients pour répondre à la demande des consommateurs. Malheureusement, je n'ai pas son texte. Là, oui. Alors, les fausses protéines, si vous voulez, vont continuer à être en demande lentilles et tout cela. Et ça va créer des stress sur la production des cultures. Certains pensent qu'il y a de l'ancrage qui va être réassigné à plus de légumineuses et de matières végétales utilisées dans la création de viande végétale. Alors, comment ces changements-là vont-ils affecter l'alimentation des moulets? Alors, ça va avoir un impact sur la chaîne de valeur. Il faudra s'assurer que les burgers de plantes vont maintenir leur durabilité alimentaire et beaucoup des ingrédients ne viennent pas de monoculture, d'OGM, ou utiliser des techniques qui vont épuiser le sol et l'utilisation des pesticides et tout cela. L'autre chose à propos des viandes végétales, c'est pour les consommateurs, ça soulève la question, les gens changent à ces viandes végétales-là
ils vont en inclure plus d'alternatives dans leur régime, ou pas changer complètement, mais ils font ça pour des raisons de santé. Ils s'éloignent de consommer autant de viande, ils sont préoccupés par les hormones, les antibiotiques. Cependant, ces faux burgers-là sont très transformés. J'utilise une science sophistiquée à très haut niveau pour imiter la texture de la viande. Certains des ingrédients ne sont pas aussi naturels qu'on voudrait nous laisser croire. Donc, le burger impossible, celui qui saigne un peu, qui semble avoir saigné un peu, utilise une hémoglobine, une protéine hémoglobine chimique. Hop, j'ai perdu le signal. Sa sécurité était questionnée. Les gens ont dit qu'il n'y a pas eu assez de tests pour savoir si c'est sécuritaire ou non. Et il y a eu des questions aussi à propos du potentiel cancérogène de cette protéine-là. Les nutritionnistes questionnent aussi le contenant élevé de gras et de sel et la sécurité des additifs, des préservatifs utilisés pour imiter la vraie viande. Les teintures et tout cela. Et des gens disent, comme les puces et des noix, c'est une chose, mais du légume, du bacon végétal, c'est une autre chose. Parce qu'en faisant le légume végétal, il y a toutes sortes de processus, de chimiques et d'altération qui vont se produire pour que ça ressemble, ça goûte, ça sente comme du bacon. Alors, d'un côté, ceux qui défendent la viande disent que la viande non transformée, cuite à la maison est plus naturelle et nutritif qu'un hot dog végétal, par exemple. L'autre enjeu, c'est le coût. L'Impossible Burger ou les Impossible Meats, il a baissé ses prix parce que c'est presque le double prix de la viande réelle. Sa viande hachée n'est pas, alors, 5 livres pour, soi-disant, de la viande hachée, c'est 65 US pour 5 livres. Au Canada, si on fait la conversion, si on calcule l'échange, au Canada, un kilo de bœuf haché, c'est environ 11 $. Alors, le fait qu'Impossible Meat, c'est au moins le double prix de la viande régulière. Alors maintenant, je vais passer à l'agriculture cellulaire. Juste pour t'avertir qu'il reste 10 minutes. Alors, c'est bien. Alors, essentiellement, l'agriculture cellulaire, c'est un nouveau champ de recherche à l'intersection de la biomédecine et de l'agriculture. Ici, le focus, c'est sur la cellule qui produit, ce n'est pas l'animal. L'idée, c'est que les processus utilisés sont capables de recréer dans des bioréacteurs, comme par exemple il y a la fermentation la cellulaire et la fermentation cellulaire. Par exemple, tu peux imiter avec, il y a ceux qu'on a discuté tantôt. Ici, c'est à base de la cellule. Alors, ici, on voit la croissance. En 2016, il y avait seulement quelques-uns. À compter de 2019 et 2021, il y a presque 30 à 50 joueurs à l'échelle mondiale en matière de viande
de l'agriculture cellulaire, c'est un peu controversé parce que ça utilise le langage de l'agriculture comme culture, récolte, etc. Et ça donne l'impression que c'est une extension naturelle de l'agriculture conventionnelle. Mais en fait, il y a très peu de connexion au monde réel. Alors, c'est plus relié au milieu urbain. L'idée, c'est qu'il va y avoir des manufactures de viande qui vont être dans les centres urbains. C'est un peu comme une brasserie. Alors, ce serait des manufactures de ces produits-là. Alors, ils disent, il n'y a pas de fin. Tu peux utiliser les cellules pour d'espèces extinctes ou rares. On pourrait faire des burgers de mammouth, par exemple. Tu pourrais faire des burgers hybrides, volailles combinés avec d'autres choses aussi. On pourrait même faire des burgers humains. Parce que tu pourrais faire des burgers avec tes propres cellules souches. Alors, plusieurs compagnies à travers le monde veulent travailler des produits de mer, agricoles, aussi des viandes pour les favoris. Singapour a été la première à donner une entente réglementaire pour faire cela. Du poulet fait par la compagnie à partir de cellules. Alors, ils ont pris des cellules de poulet dans un bioréacteur pour les faire croître. Ces produits-là ne sont pas encore commercialisés. Ils sont approuvés pour être vendus dans des restaurants là-bas. Au niveau de la mise en marché, ce n'est pas clair. Il y en a qui disent 2025 à 2030 quand on peut s'attendre que ça soit disponible dans les grands marchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les viandes in vitro. Alors, alors c'est basé au niveau de la cellule, un produit dans les laboratoires. Il y a plusieurs façons de décrire cela, ce processus-là. Alors, sans aller trop dans la technique, l'idée, c'est de prendre des cellules souches et d'en faire des tissus de viande animale et de le faire non seulement en laboratoire, mais aussi de le faire dans un bioréacteur et ça en prendra des milliers pour produire ces tissus vivants, si vous voulez, des tissus fonctionnels, mais qui vont remplacer la viande, qui serait comestible. Ça vient de la science de la médecine régénérative. Plusieurs qui ont commencé, il y a des chirurgiens qui font aussi de la recherche biomédicale. Alors, c'est pas surprenant de trouver cela. Bon. Alors, je ne veux pas embarquer dans tous les détails là, par manque de temps, mais alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on prétend. Dans certains cas, les gens disent que ça va remplacer les viandes traditionnelles. Et ça va perturber le système alimentaire et le système agricole traditionnel. Alors, c'est controversé, vous pouvez lire. Alors, ils disent on peut faire mieux que la vache. Ça peut être plus comme un produit pharmaceutique, aborder des problèmes des gens qui ont des problèmes de digestion, etc. Et aussi, on prétend qu'on peut nourrir tout le monde avec une cellule.
On peut régler le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé humaine, éliminer la souffrance des animaux. Alors, l'industrie utilise beaucoup de narratifs comme ça, du langage, du libellé, on évoque la fin du monde, mais aussi des solutions d'ingénierie pour nous sortir de nos problèmes. Alors, c'est un peu de prétendre on va faire l'ingénierie, on va sortir l'animal de son propre corps, si vous voulez. Alors, on prétend que c'est tout à fait sans animal, c'est questionnable aussi, parce que pour croître ces cellulaires, ça prend beaucoup de produits. Ça peut être du sérum placentaire, sérum bovin, qui sont les nutriments principaux qui vont aider ces cellules-là à croître, à se proliférer. Ils ont des additifs. Alors, on a dit que ça ne tue pas, c'est pas vraiment vrai. Donc, il y a plusieurs enjeux techniques qui empêchent cela d'être mis en vente présentement. Plusieurs nouvelles compagnies travaillent là-dessus présentement. Et je ne vais pas aller dans les détails, mais on pourra en parler durant la discussion. 5 minutes de plus. Alors, on prétend que c'est de la vraie viande ce serait aucunement différent de la viande et ça dépend de la définition de qu'est-ce qu'est la viande, différentes parties de la viande, mais on peut en discuter aussi. Donc, certaines réflexions. Il y a plusieurs enjeux de durabilité avec les viandes, protéines alternatives, d'où viennent les ingrédients. Dans le cas des plantes, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est des OGM, monoculture? Est-ce qu'il y a aussi au niveau de la main-d'œuvre, les autres implications sociales? Est-ce que les chaînes d'alimentation pour faire ça, est-ce que c'est durable? De quelle façon que c'est mesuré? Et les conditions de croissance, comment ça affecte la valeur alimentaire, par exemple? La transformation, ça prend plus d'énergie. Alors, c'est peut-être pas si autant écologiquement ou respectueux de l'environnement. Quand je parle de transformation, comparé alors, les viandes cellulaires, quelles sont les implications environnementales et pour accroître la production au fur et à mesure que ça devient industrialisé et que ça va en usine, ça va demander beaucoup d'énergie et d'eau. Et le fait que ce n'est pas encore libre de produits animaux. Au niveau de la nature, quel sera le coût environnemental de ces usines-là? Celle à Oxford démontre que ça va produire moins de gaz à effet de serre à court terme, mais ça va se rattraper. Les GES, ils vont produire du méthane, du CO2. Et alors, le problème, c'est que le méthane est plus fort au niveau du potentiel pour le réchauffement climatique, mais il quitte l'atmosphère dans 12 ans, comparé au CO2, que ça y prend un siècle pour disparaître. Alors, il y a un manque d'analyse du cycle de vie, de la durabilité environnementale de toutes les protéines. J'ai une citation ici qui est sortie la semaine passée. Ça questionne le fait que ça va remplacer l'industrie de la viande. Et la question des libellés, c'est quoi la viande? Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui est propre?
est-ce qu'on dit qu'à base de plantes, quand est-ce qu'on dit que c'est propre, que la viande est sale? Alors, ça crée des narratifs, des langages, un bon fermier, un mauvais fermier, comme par exemple libre d'animaux, pas d'abattoir, et cetera. Des libellés, ce sont toutes des questions qu'il faut poser. Clairement, le alors la viande, on dit au Canada, c'est la partie comestible, de la carcasse. Alors, est-ce une question donc, comparée avec ceux à base de plantes, pardon. Toutes ces questions-là sont très importantes. Donc la CIA, parle de produits simulés, qui simulent la viande. Alors toute la mise en marché de ces produits-là est remise en question. Alors je voulais dire, euh, c'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on mange, mais comment c'est produit. Ça également, c'est important. Il faut garder ça à l'esprit aussi. Personnellement, je ne vois pas la fin de l'agriculture animale. Je pense que ceux à plantes et cellulaires vont prendre une plus grande partie du marché, euh, surtout à base de plantes, peut-être pas autant cellulaires. Comme j'ai dit, c'est encore expérimental. Et le mieux qu'on puisse faire, euh, alors, je suis encore optimiste avec l'agriculture, l'élevage animal. Si c'est mieux fait, je pense qu'on peut améliorer les choses pour que ce soit plus durable. Alors, je vais arrêter ici. Merci pour votre attention.